Je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu inhabituel puisque je vais pas vous parler tellement de clinique, je vais surtout vous parler de l'organisation des soins et de là où on peut espérer aller, j'espère le plus rapidement possible, pour offrir nos services à nos jeunes et à nos futurs, malheureusement, jeunes qui risquent de traverser ces transitions psychotiques. Alors, d'abord, vous dire qu'ici, dans cette maison, il se passe des choses, et ça aussi, c'est un message d'espoir, parce que le rapport Piveteau, et puis le rapport Laforcade, et puis ensuite, dans la foulée, la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale du volet handicap psychique, nous ouvre des possibilités réglementaires pour avancer, et en particulier le volet numéro 4, de la mise en œuvre dans les régions du parcours global et intégré, je vais vous parler de l'intégration des services tout à l'heure, pour les personnes en situation ou à risque de handicap psychique. La CNSA et la DGCS ont mis en place un comité de réflexion qui a abouti et dont vous avez probablement connaissance dès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'intervention précoce, c'est un défi médical, social, médico-social ou socio-médical, mais c'est aussi un défi organisationnel. Parce qu'à la différence du jeu de loi dans lequel on peut s'amuser en famille, à l'arrivée, on ne gagne pas habituellement. Et donc notre préoccupation, c'est de rentrer et que le jeu ne soit pas un jeu de hasard qui serait lié à comment on va lancer les dés et sur quelle case on va tomber. Est-ce qu'on va tomber sur la case prison? Peut-être l'hôpital, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, des mauvaises conditions d'hospitalisation. Ou est-ce qu'on tombe sur la case avec le canard et on va sauter les cases parce qu'on a eu la chance de rencontrer le service de Vincent, par exemple, ou celui de Mario Dill, etc. Alors, en fait, le parcours, on en parle beaucoup, et le parcours est un point majeur de la prévention des ruptures. Alors, ce n'est pas parce que j'aime beaucoup mes amis strasbourgeois, un peu. Je vous montre ce portique d'autoroute, c'est-à-dire comment on va flécher le suivi de nos jeunes et de vous-même qui êtes les accompagnants. Alors, vous pouvez prendre la A330 qui va à Besançon. Alors, on va dire que c'est le C3RP ou le CEJAD, par exemple. Vous pouvez aller à Strasbourg, Colmar, pour aller au CLIP ou pour aller chez un psychiatre libéral qu'on vous a conseillé. J'espère qu'il est formé. Mais alors, le problème pour moi, c'est la A32, parce qu'elle va en même temps à Lyon, Paris et Metz. Ça, c'est un problème. D'accord? Donc, pour quelqu'un qui est suisse ou anglais ou, je ne sais pas, turc, et qui arrive là, comment voulez-vous qu'il se repère? Donc, nous sommes dans des situations d'incompréhension d'orientation dans le parcours, et c'est ce parcours qui fait compliqué, qui fait qu'on va se tromper et qu'on va provoquer les ruptures intempestives et qui vont se répéter, qui vont ralentir l'accès à la détection et l'accès aux soins rapides. Alors, pour ça, on essaie de faire la promotion de 4 concepts innovants et qui sont des concepts clés qui sont au service de vous tous et des usagers: la coordination, l'intégration des services, le case management et bien sûr l'empowerment avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire que face à ce labyrinthe de complexité, j'ai l'habitude de répéter que la schizophrénie est une maladie complexe, mais donc qui nécessite une réponse complexe aussi, mais qui ne doit pas nous enfermer dans une forme de complexité supplémentaire. Donc on va essayer de contourner cette complexité en mettant en place des méthodes d'approche qui vont simplifier les risques de se perdre dans le dispositif. Alors, qu'est-ce que c'est que le case management? C'est un modèle d'intégration des services que nous offrons, et de l'innovation par une approche métier dont Vincent a parlé, puisqu'on va vous montrer les nouveaux métiers que nous intégrons. Le problème, c'est que c'est un mot que l'on croit être un mot anglais. Management, en fait, est un mot français qui a été anglicisé et qui est revenu dans la langue française. Case reste anglais. Donc la gestion, il y a différentes manières pour décrire son utilité et ses fonctions. En français, on peut dire gestion de cas, on peut dire suivi systématique de l'usager ou accompagnement personnalisé. Mais en fait, ça ne donne pas vraiment la vraie notion de ce qu'on veut mettre en place. Bon, en fait, il s'agit d'un cadre de référence pour la prise en charge d'usagers qui souffrent d'une pathologie chronique, et ça s'applique aussi à l'asthme,
au diabète insulinodépendant, à l'insuffisance rénale chronique par exemple, ou aux patients sous main de justice ou aux toxicomanes. Mais évidemment, pour les troubles psychiques, on s'en sert. On utilise un processus d'évaluation collaborative, de planification des actions, de modération et de sensibilisation aux options et aux services qu'on va offrir et qui doivent être utiles aux besoins exprimés et non exprimés de santé individuelle des usagers. Par le case management, on peut optimiser la communication avec les ressources, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, disponibles sur le territoire, en vue d'améliorer l'obtention de résultats de haute qualité, à la fois efficaces et efficients. Et puis, comme je l'ai dit, on peut appliquer le case management à autre chose qu'au cas, parce qu'on peut l'appliquer aussi aux professionnels qui sont amenés à gérer les dossiers. Le traitement d'un cas nécessitant l'action combinée de plusieurs professionnels en interne, de différents services externes et d'une palette d'acteurs fragmentés. Et la question de la fragmentation est extrêmement importante et elle se superpose avec la complexité de la maladie, vous allez le voir tout à l'heure. Alors, il faut connecter, vous avez vu la petite prise USB en forme de pièce de puzzle, il faut interconnecter et coordonner des interlocuteurs multiples qui peuvent être très nombreux. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure d'une patiente dont nous nous occupons, une usagère, qui cumule environ 50 interlocuteurs différents. Et évidemment, personne ne parle à peu près la même langue. Donc, il faut trouver un modèle de traduction simultanée, on va dire. Et puis, il faut coordonner les interdépendances liées à ce qu'on appelle les variables médicales, sociales et organisationnelles, voire même institutionnelles. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure, par le management théorique, ce qu'on a appris à l'école, à la fac, par la création des réseaux, et que ce soit des réseaux qui soient efficaces, par le fait que nous travaillons dans un secteur particulier qui n'est pas le secteur marchand. On n'est pas Conforama, on n'est pas les voitures Peugeot, et on n'est pas non plus l'administration centrale. On est dans un système qui est un genre d'organisation non gouvernementale qui n'est pas régi par le profit financier, mais qui est régi par atteindre un but de santé et d'amélioration de santé pour nos usagers, ce qu'on appelle le secteur pluriel. Donc il faut coordonner des services, intégrer des soins et d'autres services qui ne font pas partie du même environnement. C'est pour ça qu'on met en place un système de case management dans le but de, tout en haut à gauche, réduire ce que nous appelons les coûts de transaction, c'est-à-dire la perte d'informations permanentes que nous avons quand nous téléphonons à nos interlocuteurs les uns et les autres. Pardon, là, vous voyez, vous pouvez estimer la perte d'informations permanente qu'il y a sur un sujet donné. Le bonhomme en bleu à gauche a l'information. Quelle information va arriver au bonhomme en orange à droite au bout de 4, 5, 6 coups de téléphone isolés si vous ne faites pas de réunion de concertation pluridisciplinaire, par exemple. Donc, ce que nous proposons, c'est l'intégration fonctionnelle des services que nous offrons sous la responsabilité de case manager. Et je vais avoir l'humilité de vous présenter le service que nous développons depuis 4 ans maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que le SAMSA-Prepsi? D'abord, c'est un programme d'intervention médico-sociale précoce qui est basé évidemment sur le case management de cas complexes pour 50 jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans, qui souffrent de schizophrénie ou de troubles apparentés sur Paris et la toute petite couronne de Paris en particulier. Nos bureaux sont dans le 13e, donc qui habitent à côté. On essaie de contribuer à prévenir le risque de handicap psychique par un suivi intensif quotidien, multidimensionnel, dans l'environnement naturel. Nous ne sommes pas un service sectorisé. Les jeunes ne viennent quasiment jamais dans notre service et c'est l'équipe de case manager de Marie-Alice qui est là, qui va au quotidien au plus proche des jeunes, dans leur chambre, dans leur appartement ou dans tous les endroits où ils peuvent être, que ce soit la consultation au CMP ou dans des démarches administratives par exemple. On s'appuie sur la valorisation des compétences, on en a parlé tout à l'heure, au retour rapide aidé à l'emploi et à l'entraînement à l'accès au logement par le retour à l'autonomie. Et évidemment, on met en place des stratégies de réseau avec les partenaires. Alors, on parlait tout à l'heure des indicateurs de qualité de vie. On a des indicateurs composites pour la prise en charge globale qui, théoriquement, assurent un succès du traitement ou une amélioration globale. C'est la stabilité émotionnelle, le maintien des performances cognitives, la stabilité des symptômes, la stabilité psychosociale, c'est très important, et globalement, la qualité de vie. Et donc, ce n'est pas nous-mêmes qui fournissons
tous les services, mais par le système du réseau, par exemple, performance cognitive. Isabelle Amado et son service, le C3RP, peuvent prendre en charge pour la remédiation cognitive certains de nos patients. La stabilité psychosociale, on a la chance d'avoir dans notre service un programme de retour rapide à l'emploi, j'en parlerai tout à l'heure. On peut aider les jeunes à trouver du travail. Alors, le suivi actif d'intensité variable, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui rentre, un jeune qui rentre chez nous, après la période d'évaluation, ce qu'on appelle la préadmission, va avoir un suivi quasi quotidien par les case managers et par le reste de l'équipe. Je vais vous expliquer tout ça. Et il va être suivi de manière régulière, théoriquement quotidienne, en tout cas tous les jours. Son cas va être staffé, comme on dit, dans notre staff matinal pour évaluer sa situation. Il y a des particularités dans notre suivi actif d'intensité variable quotidien. Ce sont des programmes spécifiques. Nous avons un programme de prévention du syndrome métabolique, puisque ça c'est un problème majeur, puisque vous savez que malheureusement, être atteint d'une maladie schizophrénique, c'est voir réduire son espérance de vie de 10 ans à peu près, avec un risque majeur de décès par les maladies cardiovasculaires. Donc nous surveillons les risques de prise de poids, par exemple chez nos patients, et nous invitons nos collègues à minorer les doses de neuroleptiques pour éviter les problèmes métaboliques. Nous avons un autre programme qui est un programme de retour à l'emploi, je l'ai dit, ce qu'on appelle l'IPS, Intensive Placement and Support, qui est mis en place par une chargée d'insertion professionnelle, et un programme dont nous sommes assez fiers, qui est un programme d'entraînement à la vie dans un appartement individuel, avec un appartement que nous allons ouvrir dans très peu de temps, où les jeunes pourront s'entraîner à utiliser tous les éléments de la vie quotidienne dans un appartement, et ils seront suivis par nos professionnels, un appartement qui n'est pas un appartement thérapeutique, où on ne dort pas, où on n'habite pas. Alors, ce programme d'accompagnement, il est basé sur ce qu'on appelle le management par la qualité. On fait référence à des normes. Vous connaissez les normes DIN ou les normes AFNOR. Eh bien, nous, on utilise une autre norme qui s'appelle EFQM, qui s'appelle European Foundation for Quality Management, qui met en place une roue de la qualité avec ses particularités. Donc, l'évaluation, la détermination des objectifs, la planification des soins que vous avez prescrits, mes collègues, impliquer les parties prenantes qui sont tout autour de nous, coordonner les actions, améliorer la prise en charge, améliorer la satisfaction globale de l'usager et de ses proches, voire même des professionnels qui travaillent avec nous, optimiser les coûts. Marie-Odile vous a présenté une petite slide où elle disait 1 euro investi égale 15 euros économisés. Je fais une petite rectification, c'était 1 livre investie et 15 livres économisés dans un service qui serait comparable au nôtre. Et collecter les informations, c'est indispensable aujourd'hui. Nous avons un système d'information qui collecte énormément de données que nous pouvons traiter maintenant en temps réel. Alors, tout ça nécessite un genre de surveillance de l'action que nous mettons en place avec 9 champs dynamiques d'évaluation que nous vérifions mensuellement. Vous verrez que donc, le trait bleu du radar foncé correspond aux besoins que nous avons mesurés entre l'intensité de l'action, la vie quotidienne, le soutien psychosocial, l'action des familles, le logement, la coordination, le suivi médical somatique et les projets de formation. Et puis, en bleu plus clair, les actions que nous avons mises en place pendant le mois pour s'ajuster aux besoins du jeune. Ça nous permet de mois en mois d'essayer de faire réduire les besoins ou d'ajuster notre action par rapport aux besoins. Et donc, c'est un suivi dynamique. Et puis, sur la gauche, on a une méthode qui est éprouvée aujourd'hui, qui est la méthode du feu rouge, feu orange, feu vert, puisque quand nos patients vont bien, ils sont en feu vert, quand ils commencent à aller moins bien, ils sont en feu orange clignotant, et quand ils vont pas bien, ils sont en feu rouge, et on modifie notre système de suivi quotidien et d'intensité d'action pour les ramener vers le feu orange clignotant ou le feu vert. Et ça se fait tous les jours, tous les matins, dans le staff que Marie-Alice gère. Alors, voilà le cas typique, on va dire, d'une jeune femme qui est suivie chez nous et qui cumule, mais je pense qu'elle le cumule de manière positive, heureuse, schizophrénie et grossesse. Et en fait, j'ai essayé de récapituler les services que nous avons
contactée au fur et à mesure de sa prise en charge. Quand nous l'avons prise en charge, elle n'était pas enceinte. Et bon, la vie a fait que, en tout cas, elle a pu avoir suffisamment d'autonomie, peut-être, pour être enceinte. Et je vous passe les détails, mais j'ai essayé de mettre en rouge les points, les feux rouges, justement, quand elle est allée aux urgences, au CPOA, ou quand il y a eu des urgences sociales. De l'autre côté, à gauche, c'est le social, à droite, c'est le médical. Mais j'ai fait à peu près le calcul, il y a environ 50 personnes différentes qui ont été activées à un moment ou à un autre, et on aurait pu animer la diapositive et vous montrer le déroulé des flèches qui se sont allumées pour aller de Olivia vers les différents interlocuteurs, parce qu'elle a fait bien sûr des allers-retours entre le CMP, entre le service des urgences, entre l'hospitalisation, entre les assistantes sociales extérieures au service, aller à la PMI, la sage-femme, etc. Alors, en fait, nous ne sommes pas tout à fait une équipe, nous sommes deux équipes. Tout le monde n'est pas sur la diapositive, et certains sont partis et d'autres ont remplacé, mais je peux vous décrire rapidement notre équipe. En ce qui concerne les case managers, nous avons 3 infirmières et 3 aides-soignants. Nous avons 2 éducateurs spécialisés, nous avons 2 pères aidants qui travaillent avec nous depuis longtemps. Nous avons un chargé d'insertion professionnelle, un ergonome, et non pas un ergothérapeute, un ergonome spécialisé dans le handicap psychique, une diététicienne et un éducateur sportif qui sont spécialisés pour la prévention du syndrome métabolique. Les recommandations de l'OMS, c'est un minimum de 30 minutes de marche par jour, y compris pour les patients sous traitement neuroleptique. Et puis, j'oublie toujours plein de monde, bien sûr. Une neuropsychologue, une stagiaire neuropsychologue. Qui est-ce que j'ai oublié encore? Un médecin généraliste qui est dans la salle. Et puis la direction. Mais notre équipe est aussi appuyée par une équipe de recherche en management de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines qui nous permet de valider nos actions. Et nous avons des publications sur le sujet, parce que c'est un métier qu'on n'apprend pas à la fac de médecine. Alors, le case management clinique au SAMSA-Prepsi, c'est quoi? Ça repose sur des critères d'éligibilité qui sont liés au niveau de vulnérabilité médico-sociale, d'abord, de l'usager. On a des contraintes géographiques, malheureusement, 18-25 ans habitant à Paris. Je précise, avant que la question me soit posée, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une reconnaissance MDPH pour intégrer ce service. Nous nous chargeons de faire la reconnaissance à rétro à partir du moment où on prend en charge le patient, puisque si on parle de détection précoce ou d'intervention précoce dans notre cas, il n'est pas question d'attendre 1 an ou 1 an et demi pour commencer à s'occuper de nos jeunes. Donc on facilite l'accès aux soins et aux services, on essaye de mettre en place et de développer le plan de soins et de services individualisé que vous avez prescrit, et on assure la continuité préventive au niveau fonctionnel clinique pour limiter les décompensations avec notre système de warning. On essaie d'optimiser le parcours en renforçant l'accessibilité des différents opérateurs, parce que les case managers accompagnent les usagers dans les rendez-vous, que ce soit les rendez-vous de CMP, les rendez-vous de médecine générale, chez le dentiste ou par exemple au Pôle emploi, si c'est le cas. Et on essaye de favoriser un rétablissement qui peut être perçu comme un processus de changement unique et personnel. Alors, le case manager, c'est une compétence très particulière chez nous, puisque en fait, les compétences reposent sur les capacités d'évaluation des dimensions biopsychosociales des situations complexes, et que nos collègues sont formés à la coordination, alors même qu'ils ont déjà une compétence naturelle qui va venir se surajouter à la position de case manager. Le case manager est plus un organisateur de soins et un intervenant, et plus qu'un organisateur de soins ou un intervenant pivot, c'est un agent de liaison, de coordination et de réadaptation sociale. C'est un accompagnateur de parcours qui est capable d'endosser les rôles de clinicien, d'agent de réhabilitation, de conseiller, de porte-parole et d'allié de confiance, dont le rôle n'est pas de tout faire, mais de faire de telle sorte que tout soit fait pour l'usager. Alors son action se concrétise par une présence physique, quotidienne, dans le milieu de vie de l'usager, en relation continue
avec les familles et l'entourage. Et cette approche priorise la réintégration directe de l'usager dans le monde du travail avec la démarche Work First dont je vous ai parlé tout à l'heure grâce à l'action de notre chargé d'insertion professionnelle, le retour à l'étude, aux études, le cas échéant, ou l'accès au logement dynamique. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de montrer ça parce que c'est une équipe qui est entraînée et qui travaille un peu comme une équipe de foot, féminine là en l'occurrence, ou un quatuor ou un petit orchestre, parce que tout le monde est à sa place, comme au foot. Vous avez des ailiers, vous avez des avant-centres, vous avez des goals, et chacun sait ce qu'il doit faire et doit travailler en commun pour faire passer la balle à toute vitesse selon les besoins. Et donc c'est cette capacité d'harmonie sur laquelle nous travaillons, qui n'est pas toujours facile, mais qui permet d'avoir une réussite dans la prise en charge coordonnée. Alors ces interventions quotidiennes pour l'autonomie, elles sont très nombreuses, j'en ai résumé quelques-unes ici. C'est l'hygiène, c'est la réduction des risques, c'est l'éducation thérapeutique et l'éducation à la santé, c'est l'accès au logement autonome, c'est l'accès aux études ou au travail, c'est l'économie sociale et familiale, c'est la capacité de mieux utiliser les réseaux sociaux ou l'étiquette par rapport à l'utilisation d'Internet pour que nos jeunes ne se mettent pas en danger quand ils surfent sur Internet. Nous avons un service de prêt d'ordinateurs, de dons quasiment, où nous donnons des ordinateurs à nos usagers pour réduire la fracture numérique, parce que sans ordinateur, vous ne pouvez pas vous connecter au Pôle emploi, par exemple, ou vous ne pouvez pas répondre aux réseaux sociaux auxquels vous pourriez être connecté. La diététicienne et l'éducateur sportif travaillent sur le programme de prévention du syndrome métabolique. Nous avons 2 pères aidants, bien sûr. On est en relation quotidienne quasiment du fait du nombre de dossiers avec les MDPH, les associations d'usagers et de familles, bien sûr, et puis la psychoéducation des familles via Profamille, et Andéo, qui est une enseigne peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui est l'enseigne qui valide les services à la personne en France. Voilà. Bien sûr, les associations de familles et les parents ne sont pas oubliés dans notre action, et je crois qu'ils sont très présents dans notre prise en charge. Je vous propose de regarder notre page Facebook, qui est pour nous un vecteur d'information extrêmement important, qui est vers les usagers, parce que nous relayons énormément d'informations actuelles sur la réduction des risques, les maladies, les actions des autres services, et ça sert aussi, pour nous, de point de travail, puisque les case managers peuvent discuter avec les usagers de ce qu'ils ont pu voir sur Facebook. Voilà. Merci pour votre attention et désolé de ne pas avoir présenté au pupitre. Merci. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qui ouvre Ouais. Bonjour, donc je voulais vous demander par rapport au retour à l'emploi des jeunes que vous pouvez suivre, est-ce que vous avez noué via votre conseiller en insertion professionnelle des partenariats particuliers dans le cadre des obligations d'emploi des fonctions publiques? Si oui, est-ce que ça marche? Et si ça marche, est-ce que ces jeunes peuvent travailler à temps partiel de façon pérenne avec un maintien dans l'emploi? Je ne parle pas d'accès à l'emploi, je parle de maintien et de parcours professionnel complet dans l'emploi, dans la fonction publique. Alors, merci pour votre question, parce que ce n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une question de planification stratégique. Du fait de notre mode de financement, réaliser ce que vous êtes en train de demander nécessite des négociations avec nos partenaires qui aboutissent. D'accord. Donc, pour l'instant, dans l'enveloppe fermée dans laquelle nous travaillons, si je crée un poste de... comment je pourrais appeler d'assistant de vie professionnelle qui accompagne le jeune sur son lieu de travail pour éviter qu'il perde son travail, pour former son entourage ou son équipe. D'accord. Il faudrait que je déshabille Paul pour habiller Claude. Okay. Non, mais sur la recherche, vous pouvez partir du principe que la recherche, on sait la faire.
Ok. Et c'est vrai que le vrai problème, ce n'est pas qu'on trouve un emploi, c'est le maintien dans l'emploi. Alors le maintien dans l'emploi, vous m'ouvrez une fenêtre, merci, c'est que le maintien dans l'emploi ne se fait pas seulement parce qu'il y a quelqu'un qui s'adosse aux jeunes pour l'épauler et pour l'accompagner momentanément dans l'emploi pour pas qu'il perde son emploi avec ce système de porte tournante, c'est qu'il faut penser aussi à optimiser les connaissances scolaires, académiques, du jeune pour qu'il ne reste pas enfermé dans l'emploi handicap dans lequel on va le mettre, même s'il y restait, mais qu'il puisse progresser après. Et toute la subtilité, elle est là. Donc vous avez un besoin, et moi j'ai des problèmes d'organisation, un jour on va y arriver. Donc maintenant, d'un point de vue, de la réalité, est-ce que nos partenaires administratifs joueraient le jeu ? Peut-être, nous verrons. On va peut-être prendre une autre question, oui. Parce que du coup, sinon, il va... C'était une question concernant les pères aidants. Oui. Est-ce que ce sont deux... Est-ce que ce sont des temps pleins et quelles ont été leurs formations? Alors, on a une particularité, c'est que nous avons un père aidant diplômé, qui est diplômé de Marseille. Donc, c'est un des rares pères aidants diplômés de Marseille qui a un travail réel chez nous. Tout le monde est en CDI dans notre service. Et notre deuxième père aidant est un père aidant numérique. C'est lui qui est chargé de la page Facebook et qui travaille à distance. Une troisième question, évoluellement ? Oui, je voudrais vous dire que... Pardon, vous pouvez lever la main ? Oui, j'avais levé déjà la main. Ok, c'est bon, merci. Excusez-moi. Oui, donc je reçois des familles donc à l'UNAFAM où je suis arrivée parce que je portais une problématique. Je voulais moi-même créer une association et finalement on s'est tourné vers l'UNAFAM. On porte une problématique de jeunes de 18-25 ans qui ne sont pas pris en charge à l'heure actuelle pour deux raisons. Soit ils ne sont pas diagnostiqués, soit ils ne veulent pas prendre le statut de handicap. Et donc, moi, j'ai été très intéressée, j'avais eu des informations sur votre dispositif, mais comment faire quand on a, et on en a beaucoup, je vous assure, on est en train d'ouvrir un espace parents de jeunes, hein, parce qu'on a de plus en plus de demandes. C'est des jeunes qui sont à la dérive, qui sont chez eux depuis 1 an, devant les ordinateurs, qui ont des troubles psychiques avérés, mais qui n'ont pas de diagnostic précis, et pour l'instant. Madame, oui, je comprends votre question, et c'est vrai qu'il y a une zone grise. Alors, est-ce que vous pouvez, vous, par rapport aux partenaires, on a eu, je profite d'avoir le micro. Alors, je vous explique les panneaux d'autoroute. Hein, donc, si vous avez ces jeunes, ils doivent être, je prêche pour ma paroisse, s'ils sont sur Paris, vous pouvez les adresser au CEJAD ou au C3RP, qui sont les deux services qui interviennent dans l'intervention précoce, détection précoce de Marie-Odile Krebs, par exemple. Et s'ils ont des troubles psychotiques avérés et qui nécessitent une prise en charge soutenue, comme ce que nous offrons, ils peuvent venir chez nous, même s'ils n'ont pas encore la notification MDPH. Oui, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que s'ils venaient chez vous, ils seraient, entre guillemets, obligés à un moment ou à un autre de prendre ce statut. Écoutez, madame, Est-ce que c'est ça? Non, je vous pose la question. Je vais vous répondre autrement. Oui. Ils sont tous opposés, mais les 250 que nous avons suivis, ils ont tous accepté. Voilà. Après, c'est une pédagogie du succès. Hein. Donc, en fait, vous nous suggérez de vous les envoyer et sans statut. Et bon, d'accord. Merci pour cette réponse. Est-ce que je peux me permettre de poser une dernière question, c'est-à-dire comment vous êtes financé? Et au bout des X années, puisque du coup... C'est transparent. Alors... Ok, donc nous sommes... oui, je suis, en tant que psychiatre, différent de la plupart de mes collègues ici, financé par le médico-social. Donc je suis peut-être un des rares directeurs de structures médico-sociales qui soient médecins, d'abord, et pas que. Donc nous sommes financés de manière multiple. L'ARS Île-de-France, d'une part, et le département Ville de Paris, puisque nous sommes sur Paris, pour égal les mêmes sommes de part et d'autre, 50-50,
avec une particularité, c'est que l'ARS, c'est pas l'ARS qui sort réellement l'argent de sa poche, c'est l'assurance maladie, mais bon, c'est une particularité. Et troisièmement, la Fondation de France, qui nous soutient depuis une dizaine d'années et qui continue à nous soutenir.